Merci d'être avec nous. Des événements importants, graves événements se déroulent aux portes de l'Europe. On l'apprend à l'instant. C'est le Premier ministre polonais qui l'annonce, Donald Tusk. Un nouveau drone a survolé jusqu'aux bâtiments gouvernementaux dans la ville de Varsovie, dans la capitale de la Pologne, notamment le palais du Belvédère. C'est évidemment un développement très important après l'attaque de drones qui a déjà eu lieu, l'intimidation il y a quelques jours avec peut-être 20 drones, 19, 20, 21. Le chiffre n'est pas tout à fait exact. On voit, si c'est le cas, que visiblement la Russie ne diminue pas sa pression, au contraire. Ben non, elle montre l'inexistence de la défense anti-aérienne, anti-drone et anti-missile de l'OTAN. C'est un désastre. Alors, on ne dirait rien si c'était le premier jour de la première tentative d'agression contre l'Ukraine, car c'était la découverte du drone. Enfin, tous ceux qui n'avaient pas voulu le voir faisaient semblant d'eux, mais 3 ans plus tard, quelle est l'explication, l'excuse de tous ces braves militaires de l'OTAN qui nous expliquent qu'ils sont prêts, qu'ils sont là et que jamais on n'a été aussi prêts? Eh bien, le retard, l'arrogance, l'insuffisance, l'incompétence, n'importe quoi, et la démonstration que la nouveauté, c'est la guerre du drone et la guerre du missile, c'est-à-dire les deux développements qui sont lancés depuis désormais une dizaine d'années par les Russes, qui n'ont jamais caché depuis la fin des traités ou le non-renouvellement des traités internationaux, notamment sur les drones moyennes et longues portées, qu'ils se préparent à la guerre, ils s'y préparent, ils nous le disent, nous ne les croyons pas. Et ils le montrent. Et désormais, ils le montrent. Pourquoi ? D'abord parce que les Chinois ont fait la démonstration de leur puissance et que pour Vladimir Poutine, il est impossible de laisser seule la parade militaire chinoise occuper les préoccupations de tous les militaires de la planète. Les uns qui se disaient ils n'en sont qu'aux démonstrateurs, ils ne sont pas capables de les fabriquer. Les autres disant ah oui quand même, ils les fabriquent. Et les troisièmes se disant oui mais ils vont pas marcher. 6 millions de drones fabriqués par les Chinois tous les mois, des dizaines de milliers fabriqués par les Russes tous les mois. La seule puissance capable aujourd'hui de résister aux drones et aux missiles russes, tout seul ou quasiment, c'est les Ukrainiens par la puissance et la force de leur propre production. C'est quand même extraordinaire puisque nous sommes tous en retard sur cette problématique de drone. Comment expliquer ce retard ? Vous signez ces 2 livres, Opération Zelensky et Menace sur Taïwan, et dans les 2 livres, chez First Edition, dans les 2 livres, vous montrez à quel point, en réalité, et les Russes et les Chinois vont plus vite qu'on ne le pensait. Alors d'abord parce qu'ils ont appris. Ils ont appris de la guerre en Tchétchénie, ils ont appris de la guerre en Syrie, ils ont appris de la guerre de Corée. Les Chinois, ça fait 70 ans qu'ils ont compris que la masse équilibrait la technologie, mais qu'un jour, ça marcherait pas aussi bien. Ils ont l'air de faire la masse décomplexés. Ils ont la technologie. Par rapport à nous, décomplexés. On vivait dans l'illusion, moi j'ai 58 ans, on vivait dans l'illusion, je me rappelle très bien, années 80-90, que l'Occident était là, et puis forcément, tous les autres étaient quand même en dessous. En dernière analyse, seraient en dessous. Et là, ça se renverse. Bah oui, parce qu'ils faisaient que copier. Donc quand on copie, on est toujours en retard. Puis un jour, ils ont commencé à créer, puis innover, puis ils sont redevenus l'Empire. Et l'Empire a toujours été en avance, en mathématiques, sur la poudre, sur la guerre. Ils étaient incapables de gérer une opération multiple. Les 55 jours de Pékin, c'est un film très, très, très fictionnel. Mais la réalité, c'est que l'ensemble de l'Occident coalisé, pour la première fois, des pays qui se sont toujours fait la guerre entre eux, ont décidé d'envahir la Chine, de la soumettre. Et d'ailleurs, quand vous parlez à des Chinois, le premier truc qui arrive naturellement en discussion, c'est le sac du palais d'été. Point. C'est-à-dire les barbares sont arrivés. D'ailleurs, pendant longtemps, le ministère des Affaires étrangères chinois s'appelait le ministère des barbares. Pour bien comprendre comment nous étions situés. Des gens incorrects, malpolis, qui cassaient tout, etc. La Chine a vécu 2 moments. Deng Xiaoping, qui a décidé qu'il fallait rénover la Chine par l'économie. Et nous avons cru au capitalisme sans la démocratie, au communisme de marché, qu'on allait pouvoir, par le business, régler le problème de l'ouverture démocratique. Et les Chinois se sont laissés un peu aller jusqu'à la place Tiananmen. J'étais avec Michel Rocard à l'époque. Et à Tiananmen, nous avons vu la démocratie tenter de s'imposer face au Parti communiste et les chars régler la question. Qu'avons-nous fait ? Rien. Du tout. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans cette situation où la Chine s'affirme. Et la Russie dit, vous nous avez mis plus bas que terre. Nous avons essayé de vous expliquer que ça ne pouvait pas le faire. Nous avons eu un deal avec vous
dont nous pensons, nous les Russes, que vous ne l'avez pas respecté, qui date de Gorbatchev et Boris Eltsine, qui est le deal sur pas un pouce à l'est de l'OTAN, mais nous pouvons dealer avec l'Union européenne pour faire du business, mais ne nous cassez pas les pieds ni sur l'Ukraine, ni sur la Géorgie, ni sur Kaliningrad, sujet qui vous intéresse beaucoup avec vos Iskander très jolis sur l'autoroute. Arrivons à cela précisément. Et donc, regardez. les Russes disent, eh ben, écoutez, vous n'avez rien respecté, nous vous avons prévenu, vous n'avez rien écouté, maintenant nous sommes redevenus ce que nous sommes, une puissance impériale agressive et qui veut montrer que, contrairement à ce que vous pensez, nous ne sommes pas les vassaux de la Chine, nous-mêmes avons des armements suffisants pour résister aux Chinois si besoin était, parce qu'ils ne sont pas fous, et pour vous détruire si vous bougez une oreille. Faites-nous l'explication. Exactement, c'est l'image du jour dans cette matière, c'est l'essai de missiles Iskander. Parce que les Russes nous arrosent d'images pour montrer, voilà, nous avons les missiles. Ils ont tout essayé. Nous avons plusieurs le Zircon, voilà. l'Oreshnik et l'Iskander. C'est très intéressant, parce que ce qui est fou, c'est que l'OTAN, ce soir, dit, oui, tout ça est à prendre très au sérieux. Il y a quelques mois, elle disait, on exagère, faut pas... Bon, là, elle dit le contraire. Mais arrêtons-nous d'abord à l'image. Ce missile Iskander, qui est à l'essai, disent les Russes, dans cette région de Kaliningrad, qu'est-ce qu'on sait sur la capacité de ce missile? Alors d'abord, c'est l'ancien Scud. C'est pas un missile nouveau. C'est un dérivé du bon vieux Scud dont nous parlions du temps de François Mitterrand. Vous savez, qui était entré dans le langage courant. Les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. C'est pas très loin du débat que nous pourrions avoir aujourd'hui. Et donc c'est un dérivé qui a commencé à être mis en travaux en 88. Je crois que pour les Américains, c'est le SS-26, voilà, Stone, et donc qui a été essayé ensuite en 95. Donc c'est un vieux missile, mais qui entrait dans la catégorie des missiles intermédiaires qui avaient fait l'objet d'accords entre les Russes et les Américains, parce que derrière la question des missiles, il y a la question de la sanctuarisation nucléaire. Si tu n'as pas de missile capable de traverser mon bouclier, alors je peux désarmer et réduire le nombre de mes têtes nucléaires. Est-ce qu'il ça a été Start 1, Start 2. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont imparables? Non, ils ne sont pas imparables, mais ça dépend du nombre. 1, oui. 2, oui. 6, il y en a un qui va passer. Et les Israéliens en ont fait la démonstration. Leur dôme de fer fonctionne à 90%. 1000 missiles, mais il y en a 100 qui passent. Ouais, c'est mauvais, ça. C'est un vrai sujet, parce que la question à nouveau, c'est combien sont-ils capables d'en fabriquer? Or, dans l'indifférence générale, les Russes fabriquent entre 6 et 12 missiles Iskander par mois. Ces missiles désormais sont portés par des véhicules qui peuvent en prendre 2 et pas seulement 1. Ils peuvent avoir plusieurs têtes et surtout ils ont des leurres électroniques de très grande qualité. Et si vous prenez l'ensemble de la nouvelle génération, alors qui ne sont pas toujours des nouveaux missiles, c'est parfois des modernisations, Oreshnik, Zircon, Iskander, plus les drones Shahid revisités, qui sont des drones iraniens mais qu'ils fabriquent sous licence en Russie, vous avez désormais une capacité des Russes à pouvoir envoyer plusieurs centaines de missiles, de drones, bref, d'à peu près tout et n'importe quoi, par jour. Or, la défense anti-aérienne de l'OTAN, sur 19 ou 21 drones, en a abattu 3. Les autres sont gentiment tombés tout seuls, certains quasiment à Gdansk, en direction d'une base de l'OTAN qui n'est pas tout à fait secondaire. Ils font des tests un peu partout et comme vous l'indiquez, en passant au-dessus des bâtiments gouvernementaux de Varsovie et en ayant réussi avant-hier, la semaine dernière, à taper le bâtiment gouvernemental de Kiev, ce qu'ils n'avaient jamais fait, ils vous font la démonstration de nous ne disposons pas des moyens militaires capables de lutter contre les drones parce que nous n'avons jamais investi sur ce sujet. Le premier à avoir dit est le général De Villiers, qui avait été puni par le président de la République pour avoir dit la vérité. Il a dit la vérité, il sera exécuté. Lui, il a été politiquement exécuté. Et le second, c'était le général Burkhardt, au moment où il était chef d'état-major de l'armée de terre, en disant « Attention les gars, la guerre de haute intensité, nous ne sommes pas prêts. » Et dans un dialogue que j'avais eu avec lui, j'avais dit « Haute intensité et longue intensité, on n'est pas prêt pour le très dur et on n'est pas prêt non plus pour le très long, puisque nous n'avons pas de stock. Nous avons réduit, éclaté, détruit, liquidé l'armée française comme beaucoup de nos services publics. Alain Bauer, prenons la carte ensemble, que vous nous expliquiez bien. Là, on est dans un moment où la Russie essaie de faire pression tous azimuts sur l'OTAN et sur l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a cet essai d'Iskander à Kaliningrad, mais il y a bien d'autres points qui sont intéressants. On peut afficher la carte, puisqu'il y a une partie de l'espace aérien de la Lituanie qui est fermée. Oui. Il y a une partie de l'espace polonais, de l'espace aérien de la Pologne, grand pays de l'Union européenne qui est fermé. Il y a les drones, le drone qui a fait une balade de 50
50 km en Roumanie. Tout ça est quand même très ennuyeux, en plus de tout l'exercice Zapad tout le long de la frontière. Oui, alors on sait qu'il va y avoir l'exercice, on sait que le précédent avait précédé, si j'ose m'exprimer ainsi, avait anticipé l'invasion de l'Ukraine, et nous sommes totalement à poil du point de vue de notre défense antiaérienne, antimissile, antidrone. Parce que rien n'est prêt, beaucoup de choses sont lancées, mais avec un immense retard, tout est lent, tout est long, et donc clairement, les Russes nous font une démonstration de force. Alors pourquoi le font-ils? Parce qu'il y a une raison, c'est que leur économie est vraiment effondrée. Ils ont fini de dépenser tout ce qu'ils pouvaient dépenser en termes de dépenses militaires. Ce n'est pas moi qui le dis, comme je l'explique toujours. Lisez les documents de la Banque centrale russe ou du Fonds de réserve russe. Ils ont dépensé tout ce qu'ils pouvaient. Même les derniers accords avec les Chinois sur le pétrole, le gazoduc, etc., vont nécessiter des investissements considérables. Et donc, les meilleurs économistes russes nationalistes, même ultranationalistes, disent bon, il va falloir que ça s'arrête parce qu'on n'a plus les moyens. Ce que veut Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est la reddition de l'Ukraine sur la base de ce qu'il occupe déjà, la récupération du petit morceau du Donbass qu'il n'occupe pas, et il acceptera une négociation sur la centrale nucléaire de Zaporijia parce que l'intérêt général est qu'elle refonctionne pour fournir de l'électricité à tout le monde. Une neutralisation ou une finlandisation de l'Ukraine et un accord économique et financier avec les États-Unis et l'Union européenne. Parce que du point de vue business, l'Union européenne est toujours une puissance économique et commerciale, mais elle est un nain. Un sous-nain militaire, une illusion, c'est une illusion. Pourquoi la réaction pour l'instant de l'OTAN est-elle aussi prudente? Certains disent timorée. Quand on prend l'exemple de la Roumanie, ce drone qui a fait un long parcours à travers la Roumanie avec des avions, des F-16 je crois, qui l'ont accompagné, la formule est un peu troublante, accompagné, escorté, ils l'ont ramené à la frontière de l'Ukraine et après, adieu vat, il a pu continuer sa route. Ça paraît assez étonnant. On entre sur le territoire de l'OTAN, ciel de l'OTAN, et au lieu de l'abattre, poliment, on lui dit, écoute, si vous voulez bien repartir vers la frontière, bonne route. Le meilleur synonyme de lâcheté s'appelle prudence. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne savent pas quoi faire. Le drone à $50 000, et encore, je dois être optimiste, il peut être abattu avec un missile à 1 million ou 2 millions, qui nécessite d'immenses équipements. Personne n'a appris quoi que ce soit de l'Ukraine. Tout le monde a pensé que la guerre d'Ukraine resterait en Ukraine. Bon, de temps en temps, il y avait un truc qui tombait, un débris, un machin, c'était pas très grave. Là, nous sommes dans une démonstration de force. C'est un bras de fer que Vladimir Poutine va gagner. Et qu'il est en train de gagner, en tout cas, pour l'instant. Ouais. C'est très mauvais quand même. On parle de l'Union européenne quand même. On parle de la première puissance économique, une des premières puissances économiques du monde. On parle de l'OTAN, qui est la principale alliance militaire du monde, et on n'arrive pas à arrêter un drone. Ben non. Parce qu'on n'est pas prêt à arrêter de drone, parce que ça n'allait pas exister, c'était pas grave, et tout ça était une illusion pour soit vendeur de peur collective, ça c'est pour moi, ou illusion d'optique, et en fait jamais ils le feront, et non ils le feront pas. Et voilà. Vladimir Poutine, il est cohérent, il vous dit les choses depuis le début. Xi Jinping vous dit les choses depuis le début. Je raconte dans les 2 livres dont vous avez parlé comment ils se sont préparés, comment ils ont anticipé, comment ils se sont mis en situation et comment nous les avons ignorés. À part, je rends hommage toujours à ceux qui, Burkhardt, De Villiers et quelques autres, ont dit non mais quand même les gars, il se passe quelque chose. Arrêtez de détruire et de déstructurer l'armée. Arrêtez d'en faire une armée bonsaï. Jean-Dominique Merchet, l'un des meilleurs spécialistes militaires de ce pays, vous dit en fait on a une armée expéditionnaire et échantillonnée, on a un peu de tout, beaucoup de rien, mais on n'a plus les moyens de faire de la défense opérationnelle du territoire. Est-ce qu'il y a une forme de panique de la part de l'OTAN? Il y a ces déclarations étonnantes de Rutte, secrétaire général de l'OTAN, qui dit les derniers missiles russes, lorsqu'ils seront lancés, ne mettront que 5 à 10 minutes de plus pour atteindre Madrid ou Londres que pour atteindre Tallinn ou Vilnius. Il y a un changement de ton qui est sidérant, c'est-à-dire que les mêmes qui, il y a quelques mois, disaient on exagère, les Russes ne sont pas prêts, ils font beaucoup de bluffs, disent c'est très grave. Bah, ça s'appelle le réveil après le coup de pied dans l'arrière-train ou la paire de baffes. Mais ils sont toujours comme ça. Vous savez, c'est pas vrai, c'est pas grave, et après c'est pas de ma faute. Mais ça règle aucun des problèmes. D'habitude, c'est une tradition française, visiblement nous avons beaucoup exporté. Non, l'OTAN n'est pas prêt. C'est très gênant que le secrétaire... Moi, j'ai pas souvenir, même pendant la guerre froide, il n'y avait pas ce ton un peu brouillon, affolé. Il y a eu pendant la guerre de Corée, et il y a eu dans l'exercice de 83, qui a failli, comme vous le savez, très mal tourner, parce que les Russes ont cru que l'exercice, c'était un vrai début de guerre. Bon. Mais à part ces 2 moments, un qui a été très discret et un qui a été très visible, en fait, dans la réalité...
l'OTAN n'a pas cru une minute que ça allait arriver. C'est d'ailleurs pas que l'OTAN. Rappelez-vous le jour. Jamais une Madame Thatcher, jamais un Monsieur Mitterrand n'avait ce type de propos un peu inquiets, désordonnés, comme s'il y avait un sentiment d'urgence. Ils exprimaient une sûreté de soi. Dans les SS-20, François Mitterrand a été d'une lucidité et d'une fermeté. Avec une grande sûreté de soi. Tout à fait remarquable. Oui, mais c'était François Mitterrand. Nous sommes dans une nouvelle génération de responsables politiques. Vous avez pu noter. Oui, Mark Rutte qui appelle Monsieur Trump papa et peut-être un peu moins de surface. On a aussi une petite baisse de qualité dans la production. Mais à ce point-là, c'est-à-dire que là, effectivement, de dire comme s'il y avait une espèce d'urgence, alors que l'OTAN devrait montrer au contraire qu'elle est sûre d'elle, qu'elle est bien armée, qu'elle est. Oui, mais ça marche quand vous n'avez pas de drones qui arrivent, qui passent, qui survolent machin, et vous ne faites rien. Parce que les 19 premiers, à part les 3 qui ont été abattus, et il faut leur rendre hommage par les F-35 hollandais, il s'est quand même rien passé. Ouais. Les drones, ils sont tombés tout seul, et après une démonstration de ventre mou et de trous dans la raquette. À la force, d'ailleurs, on se demandait s'il y avait une raquette. Est-ce qu'il y a une technologie russe, si Rutte dit vrai, s'il n'exagère pas, et en particulier en matière de vélocité, dans le espèce de catalogue que les Russes... Pourquoi ? Quelle supériorité Ils ont travaillé sur le fait que aujourd'hui, l'équilibre général se faisait entre 5 et 6 000 km/h, et donc on pouvait avoir le temps d'intercepter parce que la vitesse de pénétration et la vitesse de réaction à quelques secondes ou minutes près permettaient de... Quand tu vas 2 fois plus vite que ta vitesse de réaction, et quand en plus, au lieu de faire une sorte de cloche qui permet de savoir où tu montes et donc a priori où tu redescends, tu es dans une logique de moyenne altitude et où tu peux avoir des mirves, où ton missile est mirvé, c'est-à-dire avec des cibles multiples, des leurres et une capacité d'ailleurs à ensuite ne pas aller de manière droite mais à évoluer d'une manière extrêmement désordonnée pour empêcher les interceptions. Ce que les Israéliens ont découvert avec les missiles, la centaine de missiles iraniens de très haute technologie, ceux qui ont attaqué d'ailleurs la base de F-35 et autour de l'usine de Pantalon de Dimona, qui sert aussi de centrale nucléaire, enfin de lieu de construction des pseudo-armes nucléaires éventuellement existantes en Israël. Je fais tout bien comme il faut avec les guillemets et tout, mais enfin bon... Ils n'ont pas visé par hasard, ils le font en montrant qu'ils sont capables d'eux, avec ces nouveaux outils, probablement ayant transité soit par la Corée du Nord, soit directement par la Russie, sont capables de déjouer les défenses d'Israël. Les dégâts en Israël de la campagne des 1000 et quelques missiles et drones iraniens sont malgré tout considérables, parce que interception à 90%, quand tu as 10% qui passent, tu as 10% qui passent. C'est la même chose aujourd'hui. Vous pouvez noter, c'est facile, 19 à 21 drones, 3 abattus, c'est pas 10%, c'est 80%. Est-ce qu'il y a un sentiment de déni en Europe de l'Ouest quand on regarde cette carte-là ? On voit, là on est sur la portée du missile Iskander, où on voit que Varsovie, Vilnius, c'est Riga... L'Iskander, officieusement, le Iskander M et puis le Iskander K peuvent aller bien plus loin. Il y a évidemment dans les développements, on peut aller jusqu'à 2000 km, dit-on. Alors, je ne suis pas un spécialiste, M. Titelman fera ça beaucoup plus. On le recevra dans quelques instants. Lui est beaucoup plus précis et technique. Berlin évidemment, la capitale de l'Allemagne. Les Allemands sont dans un état second. Mais les Russes disent que ça peut aller à Paris. Ils s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas. D'ailleurs, le message est très clair. Bon, alors la France, puissance nucléaire, un peu plus compliqué, et puis voilà. Mais les autres, ils y sont déjà passés, ils peuvent y repasser. Enfin, pour eux, c'est pas un sujet. Tout ce petit monde-là réuni n'est pas sérieux. Les seuls qui sont sérieux, c'est les Américains. Alors, le mouvement de la division de cavalerie qui avait été annoncé par l'ambassadeur polonais chez vous, qui est visiblement en cours, est un élément important. Mais vous notez que d'un point de vue aérien... On va parler dans quelques instants des Américains, mais puisque vous abordez ce sujet, dites un mot à ces différences de stratégie. Les Européens, avec raison, s'agitent, parlent beaucoup. Les Américains, eux, surtout, sont en train de réarmer de manière très importante, très puissante. Oui, mais leur sujet n'est pas l'Europe, c'est la Chine. C'est la parade. Parce que la parade leur a démontré un équilibre désormais de la terreur qui montre que, y compris sur les forces navales et bientôt sur les forces nucléaires, la Chine a rattrapé son retard et dépassé technologiquement les Américains, malgré quelques petits sujets, un sous-marin qui coule dans le port, des équipements technologiques, notamment laser, qui ne marchent pas si bien que ça en Arabie Saoudite, auxquels ils ont vendu des choses. Les Russes, par exemple, c'est assez impressionnant, ont demandé à la Turquie, paraît-il, on va attendre que ça soit confirmé, mais aujourd'hui,
de récupérer des S-400, c'est-à-dire des batteries antimissiles qu'ils avaient vendues aux Turcs, parce qu'ils sont en rade. Donc il y a un peu tout. Mais les Américains ont parfaitement compris qu'il faut rattraper le retard. Sauf que, depuis 5 ou 6 ans, les rapports réguliers qui sont envoyés au Congrès disent « nous sommes dépassés technologiquement, mais surtout quantitativement. Nous avons un problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de garantir que nous pourrions gagner une guerre contre la Chine, par exemple, s'il y avait un effet Taïwan. » Que disent, vous êtes très proche des services secrets de plusieurs pays. Vous travaillez beaucoup avec eux, ils vous conseillent, vous les conseillez, etc., etc. Quand on voit, regardez la séquence qui suit, c'est Poutine qui embrasse un soldat, séquence relativement banale, mais il y a une forme de militarisme en cours à Moscou. Est-ce qu'il va jusqu'à, disons, l'hubris? Est-ce qu'il va jusqu'à l'idée qu'ils pourraient pousser un peu leur avantage? Écoutez la séquence. Qu'est-ce qui vous plaît le plus pendant l'entraînement? Porter l'uniforme, c'est notre fierté. Bon travail, merci. Est-ce que les Russes, selon vous, sont dans une logique où ils se disent que la guerre, on roulera dans tous les cas à la guerre? Non, mais ils sont en guerre. Enfin, pardon, Darius. Ils sont en guerre. Au-delà de l'Ukraine? Ils sont en guerre en Tchétchénie, qu'ils ont détruite, perdue, gagnée. Et vous savez, la première fois qu'on s'est parlé de la doctrine militaire russe, j'ai dit c'est la Grande Guerre du Nord contre les Suédois. Vous m'avez regardé avec des grands yeux. Parce que la Grande Guerre du Nord, ils ont perdu, gagné. À l'usure. Et ça a toujours été comme ça. Ils ont gagné à Poltava, d'ailleurs, en Ukraine, à la fin. La dernière bataille, celle où ils ont battu les Suédois, qui était une armée puissante, structurée, importante. C'était un immense royaume. Et donc, ils ont toujours été comme ça. Donc, la question... Attendez, si c'est vrai, parce qu'effectivement, il y a 1812, il y a 1941, à chaque fois, ce scénario arrive. Mais pourquoi? Parce que résilience... vous savez, je vous ai raconté qu'un des proches de Vladimir Poutine m'avait dit un jour, mais vous comprenez rien, les Russes savent souffrir comme personne. Comme personne. Et donc, la logique qu'ils ont, c'est qu'ils ont une vision de la Rodina. La Rodina, c'est la patrie, qui est une femme en Russie et pas une nation. Mais c'est au masculin, pardon, en Russie, et c'est pas une nation. Et donc, ils considèrent que la patrie est un élément qui dépasse tout. La politique. Et donc, il y a un homme russe, un nouvel homme russe, Karaganov vient de sortir en juillet, le penseur politique, vraiment, avec Dogin, etc., qui construit une idée du nouvel homme russe, de la nouvelle ère russe, de la Nova Rossiya. Tout ça est écrit, pensé, structuré. Il faut penser qu'il y a une idéologie, et que cette idéologie, c'est une culture, et c'est même une religion qui allie à la fois la nation, l'orthodoxie, voilà. Et l'idée générale, c'est... Nous avons été plus bas que terre dans les années 90, nous sommes revenus et nous sommes là et nous sommes un grand et vous allez devoir à nouveau nous respecter. Et ceci dépasse la plupart des clivages de la société russe. Pourquoi il n'y a pas de révolte des mères de soldats? Pourquoi il n'y a pas de révolte des soldats eux-mêmes maltraités, etc. Parce que l'idée de la souffrance pour la patrie est quelque chose qui dépasse tout. Et nous ne comprenons pas cette langue-là. C'est-à-dire que nous avons un problème avec la culture, la pensée, la réalité slave. Nous projetons chez eux ce que sont nos propres qualités et nos défauts, mais ce ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, les Russes vous disent toujours, on ne comprend rien à ce que vous nous dites. Vous ne nous parlez pas un langage que nous comprenons. Personne n'a réussi à sortir un dictionnaire français, impérialo-russo-orthodoxe. Et c'est ça qui est en train de se produire. Notre incapacité à intégrer et à comprendre la stratégie annoncée clairement depuis 1999, c'est là où tout a été cassé. Le bombardement pendant 99 jours de l'OTAN sur la Serbie a été le moment de la cassure entre la Russie et l'Occident. Et c'est Evgeny Primakov, un homme proche de l'Ouest, né en Ukraine, ukrainien de parti, qui dit « tout est fini entre nous ». Pendant des dizaines d'années, nous avons cru que vous étiez les gentils, que nous étions les méchants. Nous savons que vous êtes les mêmes. La guerre vient de commencer. Est-ce qu'ils en sont vraiment persuadés? C'est-à-dire, dans la suite de ce que vous dites, ce que l'OTAN a fait en Serbie, la chute de Kadhafi, la chute de Milosevic, est-ce qu'ils sont persuadés que l'OTAN veut la chute de Poutine? Oui, depuis 2014, le Maïdan, c'est-à-dire en Ukraine. La zone rouge, Ukraine, Géorgie, Kaliningrad, Patouche, tout le reste, on s'en fout. Mais au Maïdan,
la révolte populaire visant à se débarrasser du président pro-russe est considérée par les Russes comme un coup d'État. Alors, et par nous, comme une révolte démocratique. Alors, prenons la chose de front. Quelle est la part de paranoïa pure et quelle est la part de manœuvre réelle? On sait que toute puissance cherche à causer des dommages à l'autre. Ça, c'est de bonne guerre, à toutes époques, économiques, politiques. Est-ce que, par exemple, la CIA ou d'autres forces ont essayé vraiment de faire tomber Poutine à un moment donné? En 2064, quand on pourra avoir les archives secrètes déclassifiées avec des tas de coups de marqueur noirs de la CIA, on saura peut-être... voilà, tout le monde en a profité. Il y avait une vraie révolte populaire liée à l'incompétence du président pro-russe qui aurait pu en même temps garantir la totale neutralité de son pays d'un point de vue militaire, donc le maintien de l'accord avec Gorbatchev et ouvrir sur un accord économique avec l'Europe. Il a hésité, il a dit oui, il a dit non, il a dit autre chose, il a changé d'avis 3 fois et à un moment, il a créé les conditions de sa propre chute. Mais quel pays, quelle puissance n'en aurait pas profité? Les Russes, pour essayer de faire basculer le pays dans leur... Enfin, retrouver le pays. Je rappelle que comment s'appelle-t-il, le principal penseur historique américain, Zbigniew Brzezinski, disait « La Russie et l'Ukraine ensemble sont un empire, séparés ce sont 2 pays, il faut sauver la Russie mais déconnecter l'Ukraine ». Les Russes, ils ont parfaitement compris ça parce qu'ils, comme nous tous, ils lisent Brzezinski dans le texte qui ne s'en était jamais caché. Allez au bout, mouillez-vous un peu, parce qu'au fond, il y a 2 doctrines. Ah oui, mouillez-vous. Allez, de votre opinion, parce que vous analysez, vous ne donnez pas toujours votre opinion personnelle. Il y a eu 2 attitudes. En gros, celle de Chirac, très ami de Poutine. Il a décoré, il a fermé les yeux sur ce qui se passait en Tchétchénie. Des gens comme Schröder, comme Chirac, comme Merkel, qui étaient arrangeants, qui au fond... Mais c'était l'accord. Qui au fond pensaient même que c'est normal que la Russie ait une zone d'influence, qu'il faut vivre avec ça. C'était le deal avec Gorbatchev pour réunifier l'Allemagne. Qui a raison? Est-ce que c'est cette attitude-là, dite réelle-politique, ou appelons-la comme on voudra, ou celle de Emmanuel Macron, Keir Starmer, qui disent non, il n'y a pas de zone d'influence. Les nations, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait que tous les peuples ont le droit, même contre la Russie, de dire nous voulons exister. Mais c'est pas la même époque. L'Empire russe s'effondre. Vous voulez réunifier l'Allemagne. Il y a un débat. Est-ce que l'Allemagne doit quitter l'OTAN et devenir totalement neutre, finlandisée? C'est ce que dit Hansi Trinchgenscher dans un discours de Tutzinger qui stupéfie tous les Européens. François Mitterrand, le secrétaire d'État américain, dont le nom va me revenir, le Premier ministre britannique... C'était Becker à l'époque. Oui, c'est ça. Viennent voir Gorbatchev et dit, bon, il faut qu'on trouve un deal. Le deal, c'est pas 1 centimètre à l'est. Vous réunifiez l'Allemagne. Elle peut rester dans l'Union européenne. Elle peut rester dans l'Alliance atlantique, mais vous touchez à rien. Et la ligne rouge, Géorgie, Ukraine, Kaliningrad. Les Européens disent oui. Vous évitez un peu la question. Personne ne pense qu'on allait retenir les Allemands sous la botte soviétique quand même. Il y a un réalisme qui domine. Mais la neutralité, c'est pas la botte soviétique. L'Autriche est neutre et appartient pas précisément. à Précisément. Ceux qui disent, allez, on pourrait garantir la neutralité de l'Ukraine. On pourrait considérer. Il y a des gens qui pensent ça encore aujourd'hui. Ça, c'est pas seulement à l'époque. Aujourd'hui, ceux qui disent, voilà. Est-ce que ils ont raison selon vous? Mais de toute façon, il y aura un Yalta à la fin. Dans le Yalta, tout le monde perd, personne gagne. Demandez à Winston Churchill ce qu'il pense de Yalta et du marqueur, le rideau de fer. C'est comme ça que ça se termine. Une guerre, ça se termine par une défaite. Après vous, c'est fatal. Bien sûr. Attendez, c'est pas ce que nous ont dit les dirigeants européens pendant 3 ans. Ils nous ont dit, on aidera l'Ukraine jusqu'à la victoire. Oui, jusqu'au dernier Ukrainien. Ils n'y croyaient pas eux-mêmes? Vous avez vu l'équilibre des forces? 8 contre 1. Réduit à 4 contre 1, mais c'est quand même 4 contre 1. Aujourd'hui en perte, en réalité, etc. Les Ukrainiens ont fait un travail incroyable de résistance, d'inventivité, de création. C'était quand même presque la moitié du système militaro-industriel russe, l'Ukraine. C'était des capacités de développement, d'ingénierie, de compétences, de capacités absolument invraisemblables. C'est pas pour rien que les Russes veulent pas voir partir l'Ukraine. Et jusqu'au moment où l'Ukraine est restée dans le flou, le doute, le brouillard stratégique, comme on aime à dire, bon, c'était plus ou moins accepté. Quand l'Ukraine a commencé à dire, bon, nous, on veut rejoindre l'Union européenne, c'était déjà un peu ric-rac. Quand ils ont décidé de voter leur attachement à l'Alliance Atlantique, ce qui est leur droit, leur choix, et que personne n'a à remettre en cause, les Russes ont dit c'est la rupture du deal, de leur point de vue. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, les Russes vont réussir à empêcher définitivement l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, d'après vous?
Probablement. Probablement. À la fin de l'histoire, il y aura la Corée. C'est toujours ce modèle-là. Chez la Corée, il n'y a pas d'accord de paix. Ça fait 70 ans qu'il y a une coupure de la Corée en deux, sur 70 parallèles, 38e parallèle. Et en fait, il ne se passe plus rien, avec des petites provocations de temps en temps. Pyongyang a réussi à avoir l'arme nucléaire. Les Américains sont en train de renforcer la Corée. Du coup, il faut renforcer les Philippines. Du coup, il faut renforcer le Japon. Les Chinois viennent de démontrer que l'affaire de Taïwan aurait lieu inéluctablement, et que le débat qui existe aujourd'hui avec les Américains, c'est: êtes-vous prêts à perdre votre flotte pacifique, car nous avons les moyens de vous détruire. Alain Bouer, vous nous avez dit à quel point les Américains réarment en pensant surtout au théâtre asiatique. Il y a beaucoup de développement encore ces dernières heures. Le Raider, c'est évidemment, je crois, d'abord c'est très cher, hein. C'est 1 milliard, c'est ça? Ah oui, c'est très très cher. Il faut les sortir. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ça fait rêver évidemment le budget militaire français. Là, on a 1 milliard pièce, hein, c'est bien ça? Oui, mais ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. S'ils le font, c'est que ça sert à quelque chose. Mais non, parce que ça ou 1 million de drones. Les Chinois en font 6 millions. Il fait quoi, le Raider? Il abat combien de drones? La question, c'est pourquoi faire? Si c'est pour protéger la souveraineté absolue des États-Unis, il n'y a aucun problème, c'est un très beau produit. À quoi ça sert à Taïwan? Parce que c'est ça la question. La question, c'est pas que les Chinois... Contre les Chinois, ça servira. Mais ils ne seront pas en guerre contre les Chinois pour défendre les États-Unis d'Amérique. Ils seront en guerre contre les Chinois pour intervenir éventuellement à Taïwan. Le président Xi Jinping, comme l'avait fait Vladimir Poutine avant en parlant de l'Ukraine, la Géorgie et le reste, Géorgie 2008, hein, il y a déjà eu un préalable. Toujours la même chose. Donc qu'est-ce qui se passera? Les Raiders, ils feront rien à Taïwan, du tout. Le pari de la masse américaine, c'est très impressionnant. Cet avion, les B-2 qu'on a vu à l'œuvre en Iran, mais c'est pas dans de la les masse, bombardements. ça c'est de la techno. C'est de la masse, oui, financière, je veux dire. Ah masse oui, financière. mais c'est de la techno, c'est justement ça la différence. Eux, ils continuent à faire de la techno. Il leur faut entre 10 et 12 ans pour fabriquer un bateau. Il leur en fallait un pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Chinois, ils ont 4 fois plus de lignes de production et ils le fabriquent en 2 fois moins de temps. Le rattrapage quantitatif, c'est ça qui est devenu la question. Avant, on avait peu de quantité, peu de qualité. Maintenant, on a beaucoup de quantité, beaucoup de qualité. Est-ce qu'il y a une forme de revanche de l'histoire? On va en parler dans un instant de l'immigration. On voit à quel point la fameuse phrase « le conquérant finit toujours conquis par sa conquête ». Ben oui. L'Occident a dominé le monde. Oui. Pour le meilleur, pour le pire. Tout empire périra, disait Jean-Baptiste Durosel. Est-ce qu'on y est? Oui. Notre temps est terminé. Le problème, c'est que nous ne savons pas le gérer. Nous vivons dans l'illusion d'avant et nous ne sommes pas projetés sur l'après. C'est-à-dire, quelle capacité à d'autres types de relations qui ne sont pas systématiquement la domination, mais qui peuvent être des accords. La gestion de notre précaré africain est un désastre. Désastre. On recule. La France recule en Afrique de manière spectaculaire. Il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Il ne reste quasiment plus rien. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça quand on voit les images de Londres, quand on voit à quel point il y a une partie de l'Europe anti-immigration qui considère qu'elle est en quelque sorte victime d'un retour de bâton de l'histoire, c'est-à-dire les peuples, les Indiens, les Pakistanais, les grande partie des Africains qui étaient occupés, colonisés par l'Angleterre. Là, ils sont beaucoup, très nombreux maintenant. C'est le jeu démographique. C'est le jeu démographique d'abord parce qu'il n'y a plus de population locale. Ils ne font pas plus d'enfants que nous, que les Italiens, ou que les Russes d'ailleurs. Ils ont les mêmes problèmes tous. C'est un premier problème. Deuxièmement, les premiers à avoir aspiré des immigrants, ce n'est pas les immigrés, c'est nous. Nos patrons, nos économies, nos industries qui ont eu besoin de faire venir massivement du travailleur. Et donc nous payons le prix de nos inconséquences ou de l'idée que nous nous faisions sans le dire de cette globalisation heureuse que moi j'appelle piteuse. Il y a une angoisse très visiblement. On voit à quel point c'est un mouvement de fond. États-Unis, ici au Royaume-Uni, qui est une sorte de laboratoire de ce genre de sujet, et dans toute l'Europe. Ça devient le sujet de... Vous avez vu les élections en Rhénanie-Palatinat, avec la poussée de l'AfD. Oui, mais parce que quand vous ne répondez pas à des questions légitimes des électeurs, ils vous virent. Ils vous virent. L'idée que c'est pas vrai, c'est pas grave, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, et vous êtes des cons, des fascistes et des nuls, ça ne marche pas. Il faut parler aux gens pour expliquer que les choses compliquées sont compliquées, que les choses... Voilà, et qu'il faut répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses et de très mauvais politiciens. Qu'est-ce qui fait qu'on a reculé à ce point le débat frontalement, y compris à droite, y compris à gauche? Je vais vous rendre nostalgique. Vous avez été un rockard boy. Je suis toujours. Je suis un rockardien historique. Voilà. Il en faut un. Il en reste quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Regardez, gauche, encore plus à gauche, 80, Georges Marchais,
À l'époque, ça avait provoqué un grand scandale. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. C'était le Parti communiste français de 1980. Et écoutez, il était même allé au bulldozer détruire un foyer Sonacotra. Et écoutez, Michel Rocard, on est en 1989, sa fameuse formule, on ne peut pas accueillir, héberger, disait-il, toute la misère du monde. Mais il avait rajouté un codicille. Écoutez-le d'abord. Mais il faut en prendre toute sa part. Les problèmes de la pauvreté en France. Car en plus, nous viendrons au problème d'immigration dans son ensemble. Il faut lutter contre toute immigration nouvelle. À 4 millions, un peu plus, 4 millions 200 000 étrangers en France, nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Ce n'est pas possible. Et pour ceux qui chez nous vivent mal, parce que leurs quartiers sont dégradés, parce qu'ils n'ont pas de formation, pas d'emploi, pas de logement, qu'ils soient français ou étrangers, là est la politique d'intégration de tous les démunis de la société française. Voilà, double nostalgie, Michel Rocard et 7 sur 7, et Anne Sinclair, qui nous regarde peut-être. Comment expliquer 1989, on est en 2025 et on a l'impression que ce débat n'a presque pas avancé? Parce que quand Michel Rocard dit ça, il est seul, et que tous ceux qui devraient l'écouter essayent d'expliquer, soit que c'est un fasciste, soit que c'est pas la question. Parce qu'il y a une sorte d'illusion générale qui voudrait que l'arrivée massive de populations nouvelles se fasse par une intégration mécanique, par l'opération du Saint-Esprit laïque, et qu'il n'y a pas besoin de faire de l'intégration. Donc on est passé de l'assimilation, qui est dans le Code civil, l'assimilation, à l'intégration, qu'on aurait peut-être pu réussir si on l'avait essayé, à rien. Et le rien, aujourd'hui, nous en payons le prix. Nous en payons le prix par les salaires bas, nous en payons le prix par les problèmes d'intégration culturelle. Il faut lire l'excellente étude de Didier Lesky, qui n'est pas le représentant le plus marqué du zémourisme militant, qui est un homme de gauche, historiquement de gauche, qui est pour l'intégration, qui dit on a intégré des dizaines, voire des centaines de milliers d'Afghans, comme si mécaniquement la culture afghane était parfaitement compatible avec nos valeurs de protection des droits des enfants, des femmes, du droit des femmes et ça. Non, ça n'est pas vrai, ça n'arrive pas tout seul. Autrement, l'éducation ne serait pas utile, l'instruction publique ne serait pas utile. Quand nous détruisons notre instruction publique, quand nous détruisons notre santé publique, notre sécurité publique et notre armée, nous détruisons à la fois ce qui fait république et ce qui fait nation. Dans un pays où c'est l'État qui a créé la nation, c'est un choix de suicide. Et ce suicide a commencé il y a 50 ans avec l'idée de la globalisation heureuse. Le marché allait tout régler. Je suis plutôt libéral et social-démocrate, mais c'est pas vrai. Est-ce que le déclin démographique peut bien se passer? On va ouvrir dans quelques instants le débat avec nos invités des deux camps, Thierry Mariani, Renaud Girard, Manon Van Intergem, Isabelle Saporta. Quand on parlait tout à l'heure des empires coloniaux, à l'époque où la France ou le Royaume-Uni rayonnaient dans le monde, il y avait 3 enfants par femme. Aujourd'hui, on s'approche plutôt de 1,5. Ah non, aujourd'hui, nous avons moins d'enfants que de décès. Ouais. Voilà. Nous sommes en train de nous suicider historiquement. C'est tenable? À la fin, le grand remplacement n'existera peut-être pas, mais le grand dépeuplement aura résolu la question. Et quand cette question aura été résolue, l'IA et les robots arriveront à faire la 3e couche. Donc le problème, c'est que nous voyons tout et nous ne comprenons rien. C'est assez étonnant comme dispositif, mais c'est comme ça que fonctionnent, hélas, nos démocraties. Je rappelle vos livres, Opération Zelensky et menaces sur Taïwan aux éditions First Edition.